Pour notre conférence J'aime en débat, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir M. Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale. Je vous prie d'accueillir bien. La finance peut-elle sauver le monde? Telle est la question à laquelle nous tenterons de répondre ce soir. Et je suis sûre que vous, Bertrand Badré, aurez des réponses très intéressantes à nous apporter. Je tiens à remercier également Jeanne Junior Conseil, qui est présent ce soir, pour votre collaboration. Merci pour votre soutien. Enfin, concernant le début de la conférence, nous commencerons avec le célèbre billet d'humeur, réalisé par Juliette et Emma ce soir. C'est leur premier ce soir, donc je vous demande de les encourager bien fort. Guillaume et Thomas, respectivement à Jeanne Junior Conseil et à J'aime en débat, auront ensuite le plaisir d'interviewer M. Bertrand Badré pour lui poser quelques questions. Et enfin, vous, public, aurez la chance à la fin de poser vos questions et d'interagir avec M. Bertrand Badré. Bonne conférence, merci à tous. Bonjour. Monsieur Badré, vous êtes né le 10 mai 1968, époque de révolution qui nous paraît à tous surréaliste et lointaine, mais époque où la gauche faisait encore 2 chiffres aux élections nationales. Mai 68, mais pour vous, plutôt version Versailles, puisque c'est là que vous êtes né. Pas vraiment version prolo, le garçon. Vous êtes diplômé de HEC, la Sorbonne, Sciences Po Paris, l'ENA. Franchement, monsieur Badré, vous auriez pu faire Polytechnique. Moi, j'aimerais vraiment pas être votre sœur. Parce que, regardez le profil LinkedIn de Bertrand Badré, c'est comme un peu aller voir le profil Instagram d'Emile Ratajkowski. Il y a tout ce qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'aura jamais. Bref, vous êtes le genre parfait, irréprochable, même pas foutu d'être normal. Nous, c'est notre premier billet d'humeur avec Emma, et on tombe sur vous en audito dans toute l'école, quoi. Mais au fond, moi je pense que vous devez cacher un vice affreux. Un vice affreux. Vous collectionnez des trucs nuls. Des trucs nuls. En plus, ils m'entendent pas, quoi. Vous collectionnez des trucs nuls. Vous êtes vegan. À moins que vous fassiez partie des Gilets jaunes. Ou pire, vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon. Mais non, c'est pas vrai ça. Bertrand, c'est un vrai super-héros. Bertrand Desbois. Comme tout énarque, vous avez été inspecteur des finances à la Cour des comptes de 95 à 98. Pas vraiment épris 68, faut le dire. Puis conseiller pour l'Afrique et le développement auprès de Jacques Chirac en 2003. Puis là, monsieur prévoit la crise des subprimes et hop, il arrive au Crédit Agricole entre 2007 et 2011. Et bam, il sauve tout le monde. Vraiment parfait, le mec. Et en 2012, rebelote à la Société Générale. En 2013, vous devenez directeur général de la finance de la Banque mondiale. À cette occasion, vous apparaissez souvent aux côtés de Christine Lagarde sur des photographies. Donc, vous acceptez de traîner avec votre homologue du FMI, qui est une femme quand même beaucoup plus connue que vous et bien mieux payée. Yes, ça c'est du girl power. Vous êtes vraiment l'exemple du parfait manager de demain, un vrai progressiste. Prenez-en tous de la graine. Vous avez ensuite créé votre propre structure, Blue Like and Your Brand, pour les non bilingues, bleu comme une orange, un fonds d'investissement pour les daltoniens. Non, bon, en fait, c'est une entreprise qui promeut la finance éthique. Trop fort, ce Badré. Sur votre site, on peut lire que vous avez pour mission de soutenir les entreprises qui encouragent la croissance durable.
la paix dans le monde, sauver les bébés phoques. Donc, hormis le critère physique, vous êtes un peu une Miss France. Vos ambitions humanitaires sont sûrement liées au fait que vous portez avec élégance les initials BB, les mêmes que Brigitte Bardot. Sauf que vous êtes ni facho, ni fripé. Le sujet de la conférence aujourd'hui est la finance peut-elle sauver le monde? Alors franchement, permettez-moi d'en douter. C'est comme se demander si tu vas vraiment trouver l'amour en t'inscrivant sur Tinder. On aimerait tous y croire, mais on sait très bien que c'est pas vrai. Alors honnêtement monsieur, à nous de nous convaincre. Vous expliquez dans votre livre « La finance peut-elle sauver le monde ?» paru en 2016. Soit dit en passant, nous tenons à remercier l'organisateur de cette conférence, Thomas Léon, pour nous éviter de lire un livre de 300 pages grâce à 1h30 d'audito. Ça nous économise pas mal de temps. Vous expliquez donc dans ce livre que la finance ou un capitalisme éthique permettrait de répondre aux défis sociaux, environnementaux et aux inégalités de développement. Votre leitmotiv à vous, monsieur Badret, ce serait donc un peu soigner le mal par le mal, sachant que beaucoup de ces catastrophes sociales, environnementales et le gouffre profond des inégalités ont justement été déclenchées par le capitalisme. Oula, grosse que chaud. Je te rappelle qu'on est quand même en école de commerce, hein. Calme-toi avec ton Sarwell. Non, mais moi je pense que la finance pour sauver le monde, c'est une superbe idée. Ce serait aussi superbe que d'avoir un gouvernement avec Carlos Ghosn au compte public, Cyril Hanouna à la culture et Marc Dutroux à l'éducation. Trêve de plaisanterie. La finance éthique est en effet un sujet bien complexe. Et heureusement que nous avons aujourd'hui avec nous Bertrand Badret, le Messie, qui va nous apporter un peu de sa lumière sur la question. Il remontera évidemment un peu le niveau de tout ce que nous venons de dire. Et ça n'a pas de prix. Finance prix. C'est sur ce magnifique jeu de mots que nous allons vous laisser la parole. Et comme disait Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange, jamais une erreur, les mots ne mentent pas. À vous de nous démontrer, monsieur. Merci et bonne conférence à tous. Il n'y a rien à ajouter, je savais que ça valait la peine de prendre l'avion hier soir, merci. J'avais un peu peur pour le décalage horaire, mais là je suis bien réveillé, donc c'est bien. Merci beaucoup de ces humeurs successives, à peu près bien ajustées. Le seul point que vous n'avez pas mentionné et qui fait vraiment pourquoi je suis ici ce soir, nonobstant l'amitié que j'ai pour toi, c'est que j'ai grandi à Grenoble. Après mai 68, il y a eu pas mal d'événements en 68. Il y a eu des événements, et c'est en partie à cause des événements d'ailleurs que je suis né à Versailles. Je ne pouvais pas forcément être là où c'était prévu. Et on a habité Grenoble. Grenoble où avaient eu lieu les JO de 68. Et mon père était ingénieur nivologue et son job, installé à Grenoble, était entre autres de travailler sur le déploiement des stations de sport d'hiver, dont j'espère vous profiter aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi c'est un moment un peu magique de revenir. Évidemment, en arrivant à 7h du soir, en repartant à 7h du matin, la magie va avoir qu'un moment, un petit côté un peu éphémère et nocturne. Mais je suis très très heureux d'être ici aujourd'hui. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était que la finance. J'avais une vague idée de ce que c'était un prix, comme vous. Et finalement, 50 ans après, j'en arrive aussi à faire ma propre révolution. Et c'est ça dont je voudrais parler avec vous ce soir. Donc, est-ce que la finance peut sauver le monde? Alors effectivement, l'éditeur américain, parce que j'ai réécrit le livre aux États-Unis sur le titre Can Finance Save the World, ne savait pas s'il fallait le mettre dans la catégorie science-fiction ou non-fiction. Vous me direz à la fin où est-ce que vous souhaitez le mettre. La réalité, c'est que quand j'ai écrit le livre, j'étais assez optimiste. J'avais le sentiment que la finance bien contrôlée pouvait nous permettre de traiter un certain nombre des questions auxquelles on est confronté aujourd'hui. Je dois dire que depuis 18 mois, outre le développement de ma propre entreprise,
je rencontre pas mal de gens un peu partout sur la planète et que mon niveau d'optimisme décroît. Alors j'espère que vous allez me redonner de l'énergie ce soir et me faire croire qu'effectivement, avec quelques efforts, on peut apporter une réponse positive à cette question qui est une question à plusieurs milliers de milliards de dollars. En tout cas, merci pour votre billet d'humeur. Je leur expliquais en aparté que du temps, entre quelques-uns des diplômes que vous avez énumérés, je me suis aussi occupé d'organiser des conférences. Et j'avais le malheur de faire un billet d'humeur pour accueillir à l'époque l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing en 1988, donc personne n'était né, et ça s'était très mal passé. Donc voilà, j'ai beaucoup d'intelligence. Après, il m'avait pas salué en partant, c'était horrible. Voilà, donc je comprends la difficulté de l'exercice et pour celui qui s'y prête et pour celui qui le reçoit. C'est toujours un équilibre délicat, donc bravo et un immense merci. Bonjour Monsieur Badré, c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir ici. Cette conférence sur la finance, aujourd'hui, elle a d'autant plus de sens en cette date, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quasiment ça 10 ans, le 14 novembre 2008, c'était le premier sommet du G20 à Washington pour tenter de résoudre la crise des subprimes. Alors la crise des subprimes, les conséquences néfastes sont assez connues pour la plupart des gens, mais les causes structurelles restent assez floues. Pour vous, quelles sont les causes structurelles de la crise des subprimes? Alors on fête pas mal d'anniversaires cette année. Outre le 50e anniversaire de mai 68 et incidemment le mien, on fête les 10 ans du premier G20, on fête les 10 ans de la faillite de Lehman Brothers, on fête les 10 ans du Bitcoin, on fête les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, et je vais revenir là-dessus, et on fête les 3 ans des accords de Paris sur le climat. Donc tout ça, est-ce que ça fait un paquet de cadeaux ou est-ce que ça fait une bouillabaisse? Je ne sais pas, on va essayer d'en parler un peu ce soir. Alors si on revient un peu en arrière, et pardonnez-moi de prendre une perspective un peu longue, si on se replace le 11 novembre 1918, moment où l'armistice est signé, et là commence une séquence épouvantable. Je ne parle pas du point de vue militaire, mais du point de vue économique. On a à peu près tout raté entre 1918 et 1945. Keynes l'avait très bien écrit, je ne sais pas si vous voyez ça en prépa, il avait écrit un opuscule qui s'appelle Les conséquences économiques de la paix, dans lequel il disait que ça allait très mal se passer. Et il avait raison, ça s'est très mal passé. On a enchaîné la crise de 1929, la montée non pas des populismes, mais des fascismes, du nazisme et du communisme dans les années 30, la Seconde Guerre mondiale et l'effondrement complet du système. On a réussi en 1944-45 avec, encore une fois, la bienveillance, alors après on peut discuter de pourquoi et comment cette bienveillance a réapprivoisé d'une certaine manière la mondialisation. C'est tout ce qui a été mis en œuvre avec la bienveillance américaine, notamment les Nations Unies, les accords de Bretton Woods, la création du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Un peu plus tard, la communauté européenne, qui est devenue l'Union européenne, le plan Marshall, l'OTAN, tous ces grands accords internationaux qui petit à petit ont permis les 30 glorieuses en France. Donc, une période de croissance assez exceptionnelle qui a permis en quelques années d'effacer les conséquences les plus tragiques de la guerre. Alors, ça a marché jusqu'à ce que ça ne marche plus. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'un des fondements du système, c'était la prééminence du dollar. Le dollar était la seule monnaie convertible en or, était finalement la pierre angulaire de l'ensemble du système. Arrive la guerre du Vietnam, donc les États-Unis dépensent trop de dollars, le dollar commence à être questionné, le général de Gaulle en particulier en France dit moi les dollars je ne fais pas confiance, je renvoie les dollars et je prends l'or, et donc le dollar est attaqué, à un point tel qu'en 1971, le président Nixon décide de suspendre la convertibilité en or du dollar, et à partir de là on rentre dans un paradigme complètement différent. Vous aviez un système qui était organisé, hiérarchisé et à peu près compréhensible, un système de flottement généralisé, ou si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut tant d'euros, et si je dis un euro ça vaut combien, ça vaut tant de dollars. Puis ça bouge tous les jours. Donc on rentre dans un système qui mentalement nous impacte, parce que petit à petit tout ça pénètre l'ensemble du système. Donc les années 70, c'est un peu 10 ans d'hésitation, le choc pétrolier, le flottement des monnaies, et une incertitude sur qu'est-ce qui vient après. Comment on sort de cette période qu'on avait appelée la stagflation. Et là on en sort de nouveau sous influence anglo-saxonne. C'est sur le plan académique l'Université de Chicago, Milton Friedman qui disait « The business of business is business ». C'est vraiment l'idée
des entreprises n'ont pas d'autre choix que de satisfaire leurs actionnaires, de faire du profit, et tout le reste, c'est de la faribole. C'est la révolution conservatrice américaine. Alors, quand j'étais à votre place, dans les années 80, c'était ce qu'on nous apprenait, c'était le modèle néolibéral. Le modèle néolibéral qui est fondé sur la libre circulation des capitaux, sur une place plus importante de la finance, sur la déréglementation, les privatisations, etc. Et qui était un modèle très, très structuré. Et avec en son cœur quelque chose qui a fini par exploser quelques années plus tard, qui était la déréglementation. L'idée que le marché savait. Le flottement permettait au marché de révéler le prix, etc. Donc on bascule dans les années 80 dans ce modèle néolibéral, et là aussi ça marche, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et ça ne marche plus. 2007-2008, c'est le moment où le modèle se fausse. Et on se retrouve aujourd'hui, un peu comme dans les années 70, on patauge, on ne sait pas très bien ce qui vient après. On est très hésitant, avec une grosse différence par rapport aux années 70 et aux années 45, c'est que les États-Unis ne sont plus là pour nous montrer la voie. Quand vous montrez au monde quelque chose qui s'appelle America First, par construction, ce n'est pas un modèle universel. Et puis quand les secondes des États-Unis, qui sont la Grande-Bretagne, proposent le Brexit, ce n'est pas non plus par construction un modèle universel. Donc vous verrez dans une impasse. Alors dans cette impasse, on a l'Europe qui est totalement muette, et on a la Chine qui propose un modèle alternatif qui n'est pas complètement totalement séduisant non plus. Et donc on se retrouve dans ce moment extrêmement anxiogène, où on a à la fois une hésitation sur le modèle financier, je reviendrai sur les causes de la crise, une hésitation sur le modèle financier, une incertitude sur le développement technologique, on peut se faire extrêmement peur ou extrêmement plaisir, l'émergence de nouveaux pouvoirs, les incertitudes sur le climat. Enfin, vous avez toute une série de questions qui sont pendantes, dont on sent confusément qu'elles font système si on réfléchit au modèle économique et financier qui les sous-tend et auquel on n'a pas apporté de réponse. Donc on renforce le caractère anxiogène de la période. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2007-2008 ? Là aussi, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits, je pense qu'il y a des dizaines de thèses. Ceux d'entre vous qui un jour font un doctorat pour un tas de sujets intéressants dans ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai essayé de résumer un tout petit peu, et encore une fois à la hache, les principales causes de ce dérèglement. Sans rentrer dans le détail technique, on peut rentrer dans le détail, le subprime, et pourquoi et comment, etc. Ça c'est de la technique et ça a assez peu d'intérêt. Qu'est-ce qui est fondamentalement dans le modèle qui s'est mis en place entre 1980 et 2008, qui encore une fois a plutôt bien marché. Pendant 25 ans, ça a tiré une partie de l'humanité de la pauvreté, ça a été une des plus formidables périodes de croissance, c'était la fin de la guerre froide, etc. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'était pas si horrible que ça. Simplement, quand on laisse le système vivre sa propre vie, on en perd le contrôle et c'est ce qui s'est passé. Donc on a d'abord eu un phénomène qui était très propre à l'Europe et aux États-Unis. On a appelé ça, et ça c'est une partie de l'ironie que j'ai découverte dans la Banque mondiale, on appelle ça dans le langage académique aujourd'hui le Global Financial Crisis. Alors quand la première personne que j'ai rencontrée en arrivant à la Banque mondiale, c'était le ministre indien des Finances, qui dit « Alors vous êtes sympa, vous appelez ça Global alors que c'est uniquement les États-Unis et l'Europe. Quand c'est une crise en Asie, vous ne dites pas Global Crisis, vous dites Asian Crisis. Quand c'est en Amérique latine, c'est Latin Crisis, mais quand c'est chez vous, c'est Global. Vous voyez, ça vous apprend aussi à regarder les choses un peu différemment. Donc c'était quand même essentiellement une crise du système financier nord-atlantique, avec des dévoiements aux États-Unis autour du subprime, encore une fois la mécanique technique, financée par l'épargne européenne. Et donc, en espèce de jeu de taquin autour de l'Atlantique, on se repassait de mistigris et on faisait croître la peur. Donc c'était quand même fondamentalement une question nord-atlantique. Alors, deuxièmement, c'est une crise de l'innovation. C'est-à-dire qu'on a, c'est ce que je dis, quand on a laissé la finance hors de contrôle, on a créé des tas de produits qui à la fin ne servaient plus à rien. Le fameux CDO Square, pour ceux que l'archéologie financière intéresse, pour les regarder. Honnêtement, qu'est-ce que le CDO Square apporte au bien commun à la prospérité mondiale? Je ne sais pas. Je n'étais pas très clair à l'époque, je le suis encore moins aujourd'hui. Donc on était parti dans une machine qui fonctionnait à vie et qui créait des produits qui n'apportaient plus rien, sauf à leurs concepteurs. Forcément, voilà, peut-être qu'un jour vous serez dans cette situation. Reposez-vous cette question. Est-ce que ce que je fais est utile à d'autres personnes qu'à moi? Donc crise de l'innovation. Deuxièmement, une crise de la régulation et de la supervision. Et c'était à la fois une crise et en même temps, c'était intrinsèque au modèle. Au cœur du modèle néolibéral, vous avez la déréglementation, vous avez la dérégulation. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on se rappelle, en 2007, à l'époque, je ne pense pas que vous regardiez les informations financières, mais le premier semestre 2007, le feuilleton, c'était la prise de contrôle de la grande banque néerlandaise ABN AMRO, pour lesquelles se battaient d'un côté Barclays et de l'autre trois grandes banques, Fortis, maintenant partie de BNP Paribas, Santander et Royal Bank of Scotland, maintenant en faillite en Grande-Bretagne.
Et la réalité, c'est qu'on s'est aperçu après coup qu'aucune de ces banques n'avait la capacité financière de faire cette opération. N'empêche que tout le monde applaudissait les 4 banques en disant qu'est-ce que c'est formidable, on va faire des banques encore plus grosses, encore plus leveragées et encore plus profitables. C'était ça, le système était sorti de toute logique, de tout contrôle, et les régulateurs ne disaient rien. Donc on s'est retrouvé avec une régulation et une supervision, donc les gens qui appliquent la régulation, qui ne fonctionnait plus en 2007-2008, alors que c'était pourtant essentiel dans le fonctionnement de l'économie. Et troisièmement, on a une crise de la mondialisation telle qu'elle était conçue. D'une certaine manière, on était passé de la mondialisation comme un enchaînement factuel de faits qui s'enchaînent les uns derrière les autres, à une forme de religion de la mondialisation, où finalement la mondialisation financière allait beaucoup plus vite que la mondialisation légale, que la mondialisation éthique et que la mondialisation sociale. Et donc la mondialisation était partie extrêmement vite, les mouvements de capitaux, la mondialisation des banques, le rachat des banques et de l'alimentation. On avait un système financier global qui était des kilomètres devant le reste de l'économie. Et on ne s'en rendait pas compte. Ça faisait partie du système, ça faisait partie de ce qu'on imaginait être le bon système. Le marché permet d'allouer les ressources et donc c'est normal que ça aille plus vite. Alors je suis désolé, je suis un petit peu caricatural, mais c'est à peu près ça. Et ce qui s'est passé en 2007-2008, c'est que ça a craqué. Et quand on regarde la faillite de Lehman, c'était intéressant. Lehman, banque américaine, fait faillite un dimanche aux États-Unis. Vous connaissez les responsables de Lehman à Londres et à Paris. Le lundi matin, en ouvrant leur ordinateur, ils se sont aperçus que leur compte avait été vidé. C'est-à-dire que tout avait été rapatrié aux États-Unis. On croyait que la mondialisation, ça marchait dans tous les sens, qu'en gros, on était copains pour toujours. En réalité, ce qu'on a découvert à ce moment-là, c'est que quand c'est prospère, ça prospère de manière mondiale, et quand ça meurt de manière domestique. Et donc c'est la cristallisation de toutes ces crises, innovation, mondialisation et régulation, qui pour moi fait l'essence de cette crise, au-delà des aspects techniques, de cette crise extrêmement profonde d'un système. Ce n'est pas une crise financière parmi d'autres, c'est la fin d'un cycle. Et c'est pour ça qu'il est urgent d'inventer le cycle suivant et qu'on n'a pas encore trouvé aujourd'hui. Donc c'est bien là qu'on est. Et la conséquence majeure de cette crise, alors on peut discuter du chômage, de la croissance qui a été perdue, de tous les impacts économiques, absolument exacts et dramatiques. Mais beaucoup plus profondément, la principale conséquence de cette crise du subprime, puis après la crise de l'euro, enfin, tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est la perte de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se disent, mais attendez, on nous a raconté des trucs, en fait ça ne marche pas. Et vous avez besoin pour qu'une économie de marché fonctionne, vous avez besoin pour qu'une démocratie fonctionne de confiance. Si vous n'avez pas confiance, alors ça se manifeste par le divorce entre les élites et le peuple, mais ça marche à tous les niveaux. Si vous n'avez pas confiance dans votre garagiste, tout devient plus compliqué. C'est-à-dire que réfléchissez à tous vos gestes quotidiens, que ce soit en tant que citoyen, consommateur ou investisseur, il y a plein de choses que vous faites parce que vous avez confiance. Vous ne questionnez pas, vous dites c'est ok, je sais que j'achète ce jeu dans un magasin pour faire un cadeau, je sais qu'il a été revu, que c'est pas un jeu qui va m'exploser à la figure, etc. Donc vous avez eu cette crise de confiance extrêmement forte en 2007-2008. Derrière, vous avez eu le Dieselgate, vous avez eu Wikileaks, les Panama Papers, etc. Tout ça a donné des coups de canif à cette confiance. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on fonctionne moins bien, parce qu'une partie de cette confiance qu'on ne sait pas forcément mesurer, ce n'est pas un indice de confiance. L'indice de confiance des consommateurs a monté ou baissé. Non, ça ne suffit pas. C'est vraiment une espèce de montant absolu de confiance qu'on a retiré du système et qui nous manque absolument cruellement aujourd'hui, qui fait que toute discussion, et c'est pas seulement vrai en France, on est très... Je suis désolé, je n'ai pas forcément réagi à tout ce que vous avez dit, parce que ça fait 6 ans que je n'habite plus en France. Je n'ai pas forcément les bons réflexes et je m'en excuse. Et vous avez ce type de questionnement partout sur la planète, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en Malaisie ou ailleurs. Partout sur la planète, cette question de la confiance, elle se pose. Et c'est bien ça qui fait qu'on n'a plus confiance dans les dirigeants, dans les médias, dans les politiques, on n'a plus confiance entre pays, on n'a plus confiance dans le secteur public et le secteur privé. Et c'est ça qu'il faut reconstruire. Et on sait très bien que la confiance, ça se perd en quelques secondes et que ça met des années à reconstruire. Donc on est bien à ce moment un peu tangent et un peu dur, parce qu'il y a des urgences, et on ne sait pas bien comment s'y prendre. Et c'est pour ça qu'il faut à toute force reprendre le contrôle de la finance, parce qu'on en a besoin. Encore une fois, elle nous a amené à la ruine, mais c'est pas pour ça que c'est mal. La finance, elle n'est pas bien ou mal en soi, elle devient mal quand elle prend le contrôle. Sinon, c'est un très bon outil. Il faut garder. La main doit tenir l'outil, et pas l'outil la main. Principe de base. Désolé, c'était un peu long, mais je pensais que je voulais juste recadrer. Merci beaucoup, c'était très clair.
Je pense qu'on a tous compris maintenant. Je pense qu'on a tous compris. Comme disait Alan Greenspan, ce que vous avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Maintenant, on va se positionner en 2012, donc après cette prise de confiance, et notamment sur le discours du Bourget de François Hollande, où il dit mot pour mot: mon adversaire n'a pas de nom, n'a pas de visage, ni de parti politique. Il ne se présentera jamais comme un candidat et ne sera jamais élu, et pourtant il gouverne. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Comment réagit-on aujourd'hui face à ce discours quand on a été directeur général de la Banque mondiale? Bon, c'est pas tellement la Banque mondiale que j'ai eu le plus de difficultés. Mais c'est vrai que quand j'ai été dans la finance privée, il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait. Là, la forme a choqué, surtout venant de quelqu'un qui a enseigné l'économie et la finance à Sciences Po pendant pas mal d'années. Donc il y avait une démarche extrêmement politique, mais qui a rencontré un vrai écho. Enfin, faut pas... La réalité, rappelez-vous, encore une fois, vous étiez vraiment jeune à ce moment-là, mais à l'été 2008, le principal thème de discussion, donc juillet-août 2008, le principal thème de discussion dans les médias français, c'était le RSA. Martin Hirsch, qui avait été pris dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy pour réfléchir à ce revenu de solidarité active, discutait pour savoir si on le testait nationalement, ou dans certaines régions, et dans quelles conditions. Enfin, il y avait tout un débat pour savoir si on en faisait une politique nationale tout de suite, ou si on attendait. Et le débat, c'était de savoir si on mobilisait 500, 600 ou 700 millions d'euros pour le RSA. Juillet-août 2008. Arrive la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre, 15 jours plus tard. Début octobre, la France mobilise 420 milliards d'euros pour le financement de l'économie. En clair, pour assurer le bon fonctionnement du système financier, et avec un sous-titre, à tort ou à raison, mais c'est comme ça que ça a été compris, pour aider les banques. Et donc, moi à l'époque, j'étais au Crédit Agricole, j'allais très souvent rencontrer les clients, les sociétaires, etc. en province. Et les gens disaient, on met 2 mois, on n'arrive pas à trouver 1 milliard pour les plus pauvres, et là, en 15 jours, on trouve 400 milliards pour les banques, donc les plus riches. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez raconter? Alors, vous pouvez expliquer ce que j'ai fait, parce que c'était mon job, expliquer que les 400 milliards pour les banques, c'était pas de l'argent budgétaire qu'on donnait à des gens, mais que c'était des prêts à des banques qui les rembourseraient, qui payaient. Et de fait, l'État a gagné de l'argent dans cette affaire. Donc, c'est pas... Mais c'est inaudible. C'est inaudible. Vous expliquez 400 milliards pour les banques et 500 millions pour les plus pauvres. Il faut 10, 20, 30 ans pour remonter la pente. Et donc François Hollande, en 2012, s'est fait l'écho de cette tension. Et quand je raconte cette histoire aux États-Unis, ils ont la même chose. À l'époque, chez eux, ça s'appelait le plan Paulson. Le plan Paulson, c'était 700 milliards votés par le Congrès pour aider les systèmes bancaires américains. Et on dit c'était pareil. Les électeurs qui ont voté pour Trump en Virginie occidentale, ils se sont dit, mais attendez, on a mis 700 milliards pour Wall Street, et moi qui suis en train de souffrir de la fermeture des puits de charbon, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Et cette histoire, vous l'avez partout sur la planète. Donc à la fois, je ne dis pas qu'il ne fallait pas sauver les banques, ça aurait été un drame si on ne le faisait pas, simplement on l'a fait de telle manière qu'on a créé cette tension et qu'on n'a pas résorbé depuis 10 ans. Et donc le discours, il se faisait l'écho de tout ça, alors de manière extrêmement simpliste, parce que là aussi, il y a un côté qu'on retrouvait déjà dans les années 30, où on parlait des gnomes de Zurich, etc. Enfin, non, la finance, elle a un visage, elle a des institutions, il faut arrêter de dire que ça n'existe pas, on sait qui c'est. Simplement, il faut avoir le courage de réglementer, le courage de dire que veut-on faire, que ne veut-on pas faire, qu'a-t-on le droit ou pas le droit de faire. Là aussi, c'est trop facile de dire « ah bah c'est trop grand, ça me dépasse », etc. D'accord. Et est-ce que du coup, les initiatives prises après la crise des subprimes ont été selon vous suffisantes? Oui et non. Alors, oui, parce qu'on n'est pas mort, et c'est une bonne nouvelle. Non, mais attendez, réfléchissez, vous seriez en 1939, 10 ans après la crise de 1929, là vous auriez quelques raisons d'être un peu nerveux. On n'est pas en 1939, on n'est pas en 1940. Donc on a évité la plupart des grandes erreurs des années 30. Et ça, c'est très positif. Donc là, il faut rendre grâce au système, on a bien réagi, le G20 de Washington, puis celui de Londres l'année d'après, etc. De haut mur, le système a bien réagi et a évité l'effondrement complet. Et ça, c'est positif. On a évité en particulier, au moins au début, c'est un peu le problème maintenant, quelles étaient les grandes erreurs des années 30? La première erreur, c'était le protectionnisme. On est parti, chacun a dit, bah, moi je ferme mes frontières. Et il y avait une conférence qui avait été convoquée à Londres en 1933 pour dire, attendez, tout ça va très mal, réunissons-nous et arrêtons la catastrophe. Il a réalisé avec cette conférence, Roosevelt a dit, bah, j'y vais pas, qu'il est très aux États-Unis, il n'est même pas venu. Et la conférence a fait pchit,
et tout le monde est parti dans une mesure de rétorsion commerciale sur toute la planète. Le commerce s'est effondré de 50% en quelques années, donc on n'est pas là aujourd'hui. Mais on a évité ça. En 2008-2009, le protectionnisme mort maintenant, mais pendant 7-10 ans, il n'y a pas eu de protectionnisme, de manière extrêmement limitée. Donc ça, c'est sagesse collective. Deuxième sagesse collective, en tout cas, en 2008-2009, malheureusement, ça a arrêté un petit peu vite, on a évité l'austérité. On a plutôt fait des plans de relance qui ont creusé considérablement les déficits publics, mais on a évité, encore une fois, l'effondrement du système. Rappelez-vous, Hitler est arrivé en 1933 après ce qu'on appelait la déflation brunique. Ça vous rappelle vos cours de prépa peut-être. Mais c'était ça. Les Français jouaient avec l'Allemagne le rôle que l'Allemagne a joué avec la Grèce. Dans les années 30, les Français qui allaient plutôt bien, ils avaient fait la dévaluation de Poincaré dans les années 20, étaient plutôt à l'aise, avaient des bonnes réserves d'or, une économie assez fermée, disaient aux Allemands, vous allez payer. Et si vous n'y arrivez pas, vous n'avez qu'à baisser les salaires, vous n'avez qu'à faire un peu de mal à votre économie. Exactement ce que les Allemands ont dit aux Grecs, donc on jouait le mauvais rôle. Résultat, déflation Brüning et arrivée du Hitler. Donc l'austérité, on a fort heureusement, alors on ne peut peut-être pas expliquer ça aux Grecs ou à d'autres, enfin, en gros, on a évité l'austérité comme dans les années 30. Il ne faut pas se raconter d'histoire, même si on a l'impression que la vie est très dure, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans les années 30. Malheureusement, on voit qu'on a de nouveau un discours qui a été très vite, dès 2010-2011, un peu partout dans le monde, y compris en Allemagne et aux États-Unis, sur il faut serrer. On a probablement, c'est un peu compliqué à qualifier, on a probablement serré un peu vite. Mais on a évité le serrage immédiat. Donc ça, c'est la troisième chose qu'on a évité, c'est les faillites bancaires. Alors on a fait une grosse bêtise avec Lehman Brothers, mais après on s'est arrêté, fort heureusement. Les États-Unis ont fait ça, puis après on est revenu. Alors que dans les années 30, ce qu'on oublie, c'est qu'entre 1929 et l'élection de Roosevelt en 1933, presque la moitié des banques avaient fait faillite aux États-Unis. La moitié des banques étaient fermées. Et ce qu'on oublie, c'est que la première décision de Roosevelt, le jour de son inauguration, donc après avoir fait la parade sur Pennsylvania Avenue, il arrive dans son bureau, et la première chose qu'il fait, c'est de décréter le banking holiday, le bank holiday. C'est-à-dire qu'il ferme les banques en disant on arrête, on va refroidir le système. Et 10 jours plus tard, il fait sa première fireside chat, conversation à la radio au coin du feu, en disant My fellow Americans, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une banque, ce que c'est que le crédit, comment ça fonctionne. Et les gens sont revenus et on a remis le système sur pied. Mais avant ça, on avait laissé le système faire faire. Ce qu'on n'a pas fait cette fois-ci non plus. Donc on a évité les grandes erreurs des années 30. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se jeter la pierre, on n'est pas mort. Et ça, c'est quand même formidable. Donc ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est important, on a continué à se parler, le système a fonctionné, pas forcément aussi bien qu'on l'aurait souhaité, mais en gros, le système a fonctionné. Alors après, dans ce qu'on a mis en œuvre, notamment sur le secteur financier proprement dit, on a eu une obsession légitime, mais un peu trop omniprésente, c'est la stabilité du système. C'est ce que, à l'époque, Daniel Bouton, qui était le directeur général de la Société Générale, m'avait dit tu comprends, quand tu réveilles un président ou un chef d'État à 3h du matin, ça coûte cher. Quand tu réveilles tous les chefs d'État plusieurs fois à 3h du matin, ce qui s'est passé en 2008, tu ne finis pas de payer. Donc les gens qui ont eu très peur de voir leur banque sauter et donc leur pays sauter, parce que c'est quand même ça qui s'est passé, on peut en parler de manière amusée aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'à plusieurs nuits, j'ai pas beaucoup dormi, on était tout à ça de la catastrophe. Donc les gens disent on ne veut plus jamais voir ça. Donc à ce moment-là, on a mis priorité à reconstruire les bilans, les normes de capital, les normes de liquidité, les protections, etc. Ce qui était probablement nécessaire. Donc ça, on l'a fait. Alors, voilà, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, ce que je regarde aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on a eu une approche qui était morceau par morceau. On a regardé les banques, enfin les grandes banques, les autres banques, puis les compagnies d'assurance, ce qu'on a appelé en langage international les NBNI, Non-Bank Non-Insurance. Donc on a regardé petit morceau par petit morceau, et on a rarement eu une vision qu'on peut appeler holistique, une vision d'ensemble, disant au fond quel est le système financier qu'on veut, comment ça marche. On ne s'est pas posé cette question. Alors c'est pas non plus parce qu'on est idiot, c'est parce que c'est une question qui est compliquée. Moi, ayant participé aux travaux de régulation internationale, il y a des gens qui disent c'est pas mon job de faire ça. Mon job c'est de fixer des règles et que le capitalisme s'adapte. Moi j'ai une vision un peu différente qui dit la finance est suffisamment importante pour qu'on réfléchisse à ce que veulent les gens. Il n'y a pas des bons et des mauvais, il y a un vrai débat qui a été tranché dans le sens où on n'a pas tranché une approche d'ensemble. L'autre reproche que je ferais, alors je pense qu'on a quand même, en mettant en place ce système, on a quand même un système qui est quand même plus solide. Il ne faut pas se raconter d'histoire, on est plus solide aujourd'hui qu'on l'était il y a 10 ans. Est-ce qu'on est suffisamment solide? L'avenir nous le dira. Je pense qu'on est plus solide. À titre personnel, je pense qu'on reste encore fragile. Mais bon. Mon principal reproche, il n'est pas tellement sur ce plan-là.
Je pense qu'on a, encore une fois, globalement fait le boulot. On n'a pas forcément répondu à la question, mais au fond, comment veut-on financer notre économie? Quelle économie veut-on financer et comment veut-on la financer? Et notamment, répondre aux déficiences du modèle néolibéral avec le biais déréglementaire, le biais financier, et fondamentalement, dans le modèle financier dans lequel on évolue aujourd'hui, ce que vous apprenez à l'école, en fait, il n'y a pas... on a un modèle qui est fondamentalement orienté, biaisé en faveur du court terme. Alors, on pourrait faire, le court terme n'est pas mauvais et le long terme bien. Il faudrait qu'au moins on puisse arbitrer entre les deux. Il y a du bon et du mauvais court terme, du bon et du mauvais long terme. C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Quel est le système comptable dont on a besoin? Quel est le système de reporting? Quel est le mode de réunion? Tous ces trucs pas très drôles. On voit ça la première année en école de commerce quand tu fais l'avant de la compta. En fait, ça a une importance extrêmement grande. J'étais directeur financier d'entreprise cotée pendant plusieurs années. Tous les trimestres, vous préparez vos comptes. Ça vous formate. Ça formate la stratégie, la manière dont vous présentez les choses, etc. Toutes ces questions-là, on ne les a pas posées. Et puis, on n'a pas fondamentalement posé la question du non financier. Donc on a un raisonnement qui est largement fondé sur la rentabilité financière, qui est importante, et qui ne doit pas être exclusive. Donc on va commencer à avoir ce débat avec le prix du carbone. Comment est-ce qu'on prend en compte le prix du carbone? Il y a un prix du carbone, toute une série de choses, donc il faut qu'on commence à mesurer l'utilisation. Donc toute cette réflexion n'a pas vraiment commencé, alors qu'elle est fondamentale pour définir le modèle d'après. Voilà, je suis désolé, je suis encore une fois un peu long, mais... Très bien, merci. Vous dites, on va continuer en se focalisant un petit peu sur la France, parce que vous dites dans votre livre que la finance est un genre d'ennemi public numéro 1. Et on sait qu'en France, ça l'a été dès 1882, avec la faillite de l'Union générale. C'est quelque chose qui est quand même ancré dans la culture française. Donc comment pourrait-on, selon vous, réconcilier les Français avec la finance? Ça remonte même plus loin que ça. La faillite de l'AS, sous la Régence en 1721. Donc il y a toujours une relation compliquée. Mais encore une fois, il ne faut pas être toujours franco-centré. Les questions qu'on se pose, elles se posent partout dans le monde. On a tendance à croire qu'on est unique, différent, etc. Ce qui est fascinant pour la Banque mondiale en visitant des dizaines de pays, c'est que chacun, avec son propre ADN, sa propre intelligence, sa propre culture, sa propre histoire, se pose ces questions. La question du modèle financier, elle est universelle. On peut avoir des réponses différentes, et heureusement d'ailleurs. Je suis pour le métissage des modèles, des approches, etc. Mais le réapprentissage de la finance, ça va prendre du temps. Parce que oui, quand je dis est-ce que la finance peut sauver le monde, le biais d'humeur et de ce point de vue-là était parfaitement bien vu. Personne n'y croit. Le truc, c'est comment est-ce qu'on peut limiter les dommages de la finance. Mais l'idée de dire que la finance pourrait peut-être nous aider, alors là, c'est compliqué. Et c'est pourtant se rappeler fondamentalement que l'argent, comme la finance, c'est un outil. L'argent, et comme dit la sagesse populaire, c'est un très bon serviteur et un mauvais maître. C'est quand on bascule de la position de serviteur à la position de maître que ça dérape. Encore une fois, on sait faire des choses. On est capable de faire des choses, de mobiliser. On a fait plein de fois dans notre histoire de mobiliser notre richesse collective pour faire des grandes choses. Et parfois, on a fait des erreurs. Et donc en quoi la finance peut jouer un rôle pour lutter contre la pauvreté? En fait, encore une fois, la finance en elle-même, c'est le sous-jacent de toutes les décisions qu'on a prises. Je parlais du 3e anniversaire tout à l'heure de décision de COP21, donc décembre 2015 à Paris. Quelques mois avant, on a eu deux autres grandes conférences. Alors, c'est une chance sourire quand j'ai des conférences. On regarde les conférences, c'est des gens qui parlent. C'est parfois filmé, parfois pas filmé. Et puis tout ça, c'est pas très grave. Et en même temps, si, dans le système dans lequel on vit, c'est important. Si vos dirigeants, vos présidents, vos chefs d'État, etc., signent un papier, ils vous engagent. Alors, après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais dans le système politique d'aujourd'hui, si la France a signé un papier, on est tous engagés. On aime ou on n'aime pas. C'est comme ça. Et donc en 2015, on s'est engagé sur trois grands chantiers. Le financement du développement, donc notamment la prise en compte de la pauvreté au niveau international. Deuxièmement, les objectifs du développement durable, qui ne sont pas juste un objectif pour les pays en développement, qui sont un objectif pour l'ensemble de la planète. Et ce n'est pas juste le développement durable au sens du climat, c'est le développement durable au sens de l'éradication de la pauvreté, de l'accès à la santé, de la bonne gouvernance, d'une consommation différente, etc. Ça, on a signé. Alors, on n'a pas forcément prêté attention, mais on a signé. Et enfin, en décembre, à la conférence sur le climat,
Alors avec toutes ces ambiguïtés, puisqu'on savait très bien que c'était des engagements volontaires, on s'aperçoit aujourd'hui, 3 ans après, que personne n'y est. Donc même si l'engagement volontaire ne suffisait pas en 2015, et même ça, on avait été capable de le faire. Bon, enfin, en tout cas, on a la feuille de route. Ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, en tout cas, ce sur quoi on n'avait pas passé suffisamment de temps, c'est que tous ces objectifs n'ont de sens que si on est capable de mettre derrière le système financier qui va bien. On ne va pas éradiquer la pauvreté avec de l'amour et de l'eau fraîche, pas plus qu'on va défaire le changement climatique avec de l'amour et de l'eau fraîche. Donc quel est le système financier qui nous permet de faire face à ces défis? Et c'est un sujet qui est loin d'être simple. Pour moi, c'était le sujet central. J'avais piloté à l'époque un rapport. Un rapport, c'est encore pire qu'une conférence. Il y a un rapport, ça va sur une étagère. Une conférence, on peut le regarder. Mais le rapport que j'avais piloté à l'époque, j'avais voulu qu'il soit simple. Et c'était compliqué. J'ai dit, je ne veux pas qu'il fasse plus de 20 pages, je veux qu'il soit en anglais, plain English, un truc que tout le monde peut lire, pas du jargon, et qu'il ait un vrai titre. Et je l'avais appelé From Billions to Trillions. Alors pourquoi From Billions to Trillions? En français, ça va pas du tout des milliards en milliers de milliards. L'AFP m'avait dit, c'est nul votre truc, vous avez trouvé un titre. Sauf que la majeure partie des personnes ne savent pas parler anglais, donc je vais rester avec les Billions to Trillions. C'est à vous d'adapter. From Billions to Trillions, pourquoi? Est-ce que vous savez, c'est une question que j'aime bien poser, si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, parce que personne n'a la réponse, ou à peu près personne. Quel est le PNB mondial? On parle tout le temps de PNB, de croissance du PNB, la croissance, etc. Quel est le PNB mondial? On va quand même ici, vous devez y avoir. Bon, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, la plupart des gens ne savent pas. Il y a plusieurs manières de le mesurer. Vous allez pas avoir deux réponses. Suivant si vous le mesurez en dollars nominaux, 80 000 milliards, en parité de pouvoir d'achat, 100 000 milliards. En gros, si vous comme le fait les économistes, vous prenez le prix du Big Mac à Pékin et le prix du Big Mac à Washington et vous égalisez, et ça vous fait un PNB de 100 000 milliards de dollars. Ça, c'est l'ordre de grandeur. La richesse produite par la planète chaque année, c'est 100 000 milliards de dollars. La France a à peu près 2500. 100 000 milliards de dollars, ça c'est les trillions. Cette économie qu'on veut transformer en économie bas carbone. Cette économie dont on veut qu'elle éradique la pauvreté, qu'elle permette l'accès à la santé, à l'eau potable, etc. Eh bien, 100 000 milliards qu'il faut transformer. 1 avec 14 zéros. Vous vérifiez, je crois que je les ai comptés dans le train tout à l'heure. 100 000 milliards. À côté de ça, quelques ordres de grandeur. Là aussi, je ne vais pas vous accabler trop de chiffres ce soir. Quand on met bout à bout les interventions du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque africaine, de la Banque toutes ces grandes institutions publiques internationales, suivant les années, ça fait entre 120, 130 et 160, 170 milliards. Billions. Vous voyez, 120, 150 milliards par rapport à 100 000 milliards. L'aide publique au développement, 150 milliards par an. Il y a un peu de double comptage avec les 150 milliards précédents. Les engagements pris à Paris sur le climat pour aider les pays émergents en développement à faire face à la transition climatique, 100 milliards. Il y a un peu de triple comptage. Donc vous voyez qu'on est dans les ordres de grandeur de transfert public de l'ordre du billions, pour une économie en trillions. Tous les calculs qu'on a faits pour chiffrer la lutte contre le changement climatique, pour chiffrer les objectifs de développement durable, c'est 3, 4, 5, 6 000 milliards par an. Donc 3, 4, 5, 6 trillions par an. Donc comment est-ce qu'on passe des billions aux trillions? C'est une équation qui est assez simple, hein. C'est ça la question qu'il faut se poser. On voit où on est, on voit où on veut aller, à quels moyens on met en face, et après, si on est d'accord sur les moyens, la tendance va suivre. La difficulté, c'est que l'équation est très simple à résumer. Comment est-ce qu'on va faire ça? Là aussi, c'est finalement, c'est presque simpliste. Comment on passe des billions aux trillions? Comment on réduit cette fracture? Ou comment on regarde cet écart? D'abord, et là aussi on peut regarder notre propre histoire française, on fait ça par l'impôt. Quel était le taux de prélèvement obligatoire de la France en 1789? C'était pourtant une révolution fiscale, 10%. On est à 45%. Il a fallu 200 ans pour qu'on passe de 10, donc plus de 200, on passer de 10 à 45%. Et il y a encore beaucoup de pays émergents en développement où le taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui est 10, 12, 15, 20. Donc là aussi, si on augmente ça, ça fait de la ressource pour financer le développement durable. Donc il faut qu'on aide la plupart de ces pays à promouvoir une fiscalité moderne, une collecte de l'impôt non corrompue, etc. Ça nous a pris un peu de temps, donc là aussi il faut être indulgent, mais en même temps c'est une voie importante. Deuxième voie, mobiliser l'épargne locale. Ça c'est très important aussi. Là, c'est tout le travail de la banque avec les cracks que vous avez montré, l'Union Générale en 1883. Ça prend du temps de développer un système où les gens ont confiance. Quand vous n'avez pas confiance, vous mettez l'argent sous le matelas. Et quand vous avez confiance, vous mettez l'argent dans le système, et quand il est dans le système, l'argent il fait des petits.
Donc là aussi, il faut développer des infrastructures financières dans tous ces pays. Que les gens aient confiance, même qu'ils aient $1, $50, $8 ou $2000 à investir, qu'ils puissent le faire ou à emprunter. Donc là aussi, il faut travailler sur les ressources locales, publiques et privées, par l'impôt et par l'épargne. C'est très important. Et puis par ailleurs, s'il reste un gap, c'est l'allocation des richesses au niveau mondial. C'est ce qu'on a fait au 19e siècle, l'épargne des Français. Alors, ça n'a pas toujours été glorieux, regardez les emprunts russes. Enfin, l'épargne des Français a financé le canal de Suez. Alors, Panama, c'est un peu plus compliqué. Enfin, on a utilisé notre épargne un peu partout sur la planète. Donc là aussi, il faut retrouver une bonne allocation d'épargne. Aujourd'hui, vous avez trop d'argent qui va acheter des obligations allemandes, suisses, japonaises ou néerlandaises à zéro, et pas assez qui va investir dans l'énergie en Afrique, l'agriculture en Amérique latine ou la santé en Inde. C'est bien ça le problème, c'est que l'argent ne va pas au bon endroit aujourd'hui. Et vous voyez, on a trois trucs, c'est pas compliqué. Comment est-ce qu'on réorganise ça pour que le système financier qui supporte l'économie mondiale nous permette d'aller dans cette direction? Alors c'est très facile à écrire dans un rapport, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre parce que après les forces de résistance, l'inertie, l'aversion au risque, etc. sont partout. Merci. Au sommet de l'ONU de New York en 2015, auquel vous avez participé en tant que directeur général de la Banque mondiale, l'ONU a déclaré avoir pour objectif, et je cite, d'éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Déjà, est-ce que vous y avez cru? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que c'est toujours réalisable? Oui. Alors, encore une fois, il faut regarder. Quand on dit ça, on est toujours derrière une note de bas de page expliquant ce qu'on veut dire par éradiquer la pauvreté. Alors d'abord, on parle d'éradiquer la pauvreté absolue. La pauvreté absolue, alors on peut débattre à l'infini pourquoi c'est ce niveau-là, mais c'est le niveau qui est agréé au niveau international, c'est les gens qui vivent avec moins de $1,90 par jour. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de la population mondiale. Mais il faut savoir qu'à la fin des années 80, c'était 50% de la population mondiale, et qu'au début du XXe siècle, c'était 90% de la population mondiale. Donc 90, 50, 10. Et quand on dit éradiquer, on vise 3%. Ça ne sera pas 0, 3%. Alors après, on va dire que c'est pas bien, etc. Bon, c'est comme ça. Donc, sous cette réserve-là, oui, c'est à portée de main. C'est pas sûr. Ce qui est compliqué, c'est que, évidemment, comme souvent, le dernier kilomètre est le plus long, parce que la pauvreté est de plus en plus concentrée en Afrique subsaharienne. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on a fait des gros débats de géants en Chine et en Inde, parce que les économies ont décollé et que la Chine est passée de 800 millions de pauvres à 10 millions de pauvres. C'est sûr que là, ça fait des chiffres très importants. L'Inde est en train de suivre. Mais on a des préoccupations qui vont de plus en plus grandir. Donc le dernier pourcent, on va dire, est-ce qu'on sera à 3%, à 4, à 5 ou à 2, je ne sais pas. La réalité, c'est qu'on va dans la bonne direction. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est quand même... C'est pour ça que je dis le modèle, il n'a pas eu que des défauts. C'est ce qui s'est passé dans cette période qui a permis de sortir de la pauvreté tous ces gens-là. Alors, c'est pas parfait, et ça ne répond pas à une autre question, qui est celle de la pauvreté relative dans nos pays. Effectivement, la pauvreté dans des économies avancées, elle peut paraître une certaine richesse pour quelqu'un qui est en République centrafricaine, par exemple, mais n'empêche qu'elle reste une pauvreté difficile à supporter dans nos pays. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. Quand on regarde d'un point de vue technocratique ce que ça veut dire, c'est toujours un peu glaçant. On oublie les gens et on parle de chiffres. En même temps, on a besoin d'avoir des instruments de mesure pour prendre ce type d'orientation. Et toujours en fait au même sommet de l'ONU de New York, les 193 pays membres de l'ONU ont adopté à l'unanimité et ont même acclamé par une standing ovation l'agenda 2030 du développement durable. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a une hypocrisie de ces pays-là qui s'engagent à promouvoir le développement durable, mais n'assument pas les efforts qu'il y a à faire derrière? Ces pays-là, c'est le nôtre. Ah oui. Non, mais c'est nous tous. Alors là aussi, on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Si on veut voir le verre à moitié vide, on se dit, ça c'est de l'hypocrisie, il ne se passera rien, une bonne déclaration d'intention, de toute façon d'ici 2030, je serai plus au pouvoir, je serai plus là, etc. Donc c'est pas très grave. Mais c'est sympa d'avoir fait ça, c'est un bon signal. Donc ça c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, qui est plutôt ma vision, il n'est pas plein du tout, il est à moitié plein. C'est de se dire on est quand même arrivé à un degré de maturité collective où on a pu écrire sans rigoler qu'on voulait éradiquer la pauvreté, qu'on voulait apporter l'eau potable, la santé, etc. à toute une série de personnes. On a mis des chiffres derrière, des indicateurs, des instruments de mesure, on a calibré tout ça, etc. C'est pas une déclaration universelle des droits de l'homme, qui elle était très importante,
mais était putative. Enfin, je souhaite que les hommes vivent comme ça. Là, on a dit non, je souhaite que X% des hommes aient accès à ça et à ça. Et donc, moi, c'est quand même un progrès que l'humanité puisse collectivement dire ça. Malgré toutes les divisions qui sont les nôtres, malgré toutes les tensions qui sont les nôtres, on a quand même pu, par cette standing ovation, reconnaître que, oui, la feuille de route du développement durable était quand même la nôtre. La difficulté, soit le JPE vert est peut-être juste à moitié plein, c'est qu'on n'a pas pris la mesure de ce que ça voulait dire sur le plan de l'organisation économique et financière derrière. Alors on a reçu Cécile Duflot la semaine dernière en conférence et on lui a parlé du fait que la finance pourrait être un bon outil pour promouvoir la cause écologique. Elle a été assez sceptique à ce sujet et elle vous a souhaité bien du courage. Que lui aurez-vous répondu et comment pourrait-on permettre à la finance d'être un outil de bien commun par exemple pour la cause écologique? Alors, je crois que j'avais eu cette discussion avec Cécile Duflot quand elle était enceinte de son numéro 3 ou 4. Et qu'on était restés quand même bons copains à la fin. Donc on peut reprendre le c'était avant la crise. Non, c'était croisé, c'était plutôt intéressant. Non, mais encore une fois, on peut se raconter des histoires. Tous les changements politiques nécessitent derrière des changements financiers. On ne change pas les choses, c'était ce que disait ce Louis-Philippe, faites-moi de bonne politique, je vous ferai de bonne finance. Si on se met d'accord sur ce qu'on veut faire, derrière, on peut faire le système qui suit. Un des changements très importants, pour lequel depuis pas mal d'années je plaide, c'est le prix du carbone. Tant qu'il n'y a pas un prix au carbone, comment voulez-vous que le système s'adapte? Il faut mettre un prix au carbone qui soit un prix réel, pas un prix anecdotique qui fait que le monde s'en fout. Il faut idéalement, on n'y arrivera pas tout de suite, un prix mondial, qu'il n'y ait pas d'arbitrage possible. Ça, c'est une manière d'utiliser la finance pour faire face à un enjeu écologique. Alors, pour moi, l'économie de marché, c'est quand même encore ce qu'on a inventé de mieux. Parce que c'est un outil, c'est l'économie de marché, ça permet d'allouer les ressources là où on en a besoin. Alors ça marche sous réserve que le système pousse l'économie de marché au bon endroit. Alors ça veut dire quoi le système pousse? Ça veut dire que d'une part, on est tout l'appareil réglementaire qui dise à l'économie de marché, comme je disais tout à l'heure, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Enfin, voilà. Donc vous voyez, voilà, dans vos contraintes, je vous mets un prix du carbone. Donc tu prends tes décisions d'allocation, mais le carbone vaut 50 € par tonne. T'aimes pas, c'est comme ça. Voilà. Le SMIC est à temps, c'est une contrainte, etc. Vous avez toute une série de contraintes qui fait qu'à un moment donné, l'économie s'adapte, elle prend ça, puis va bon. Et puis par ailleurs, et ça c'est plus compliqué, l'économie de marché, elle répond aux attentes des populations. Les gens, ils vont là où le client demande. Si le client, en réalité, s'en fout du changement climatique, si le client n'a aucun intérêt dans le développement durable, l'économie de marché n'a pas beaucoup d'incitation à y aller. Si en revanche, vous tous dans cette salle, vous voulez avec votre épargne, que votre épargne soit utilisée à faire des choses qui vont au bon endroit, l'économie de marché répondra. Le patron d'un des plus grands gestionnaires d'actifs américains m'a dit un jour, écoute, tout ton truc, le développement durable, c'est du bullshit. Alors honnêtement, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et il m'a dit, en revanche, il y a certains de mes clients qui commencent à me poser la question, il faut que je m'y intéresse. Moi, je ne vais pas questionner les motivations de la personne. Et s'il le fait pour ses clients, c'est très bien. Et donc, si vous avez la pression des clients et du marché d'un côté et la réglementation de l'autre, l'économie de marché, elle va aller au bon endroit. Elle n'a pas d'âme, l'économie de marché. Elle n'est pas plus les républicains qu'en marche que l'écolo ou je ne sais pas. C'est un outil. Il faut reprendre le contrôle de l'outil. Qu'est-ce qu'on veut faire? À partir de là, c'est une question de cohérence et de courage. Je vais maintenant m'adresser au directeur général, ex-directeur général de la Banque mondiale de 2013 à 2016, en rappelant donc à tout le monde que la Banque mondiale est une institution financière internationale qui accorde des prêts à effet de levier à des pays en développement et des projets d'investissement, qui a été créé en 1945 et dont le siège est à Washington. Et je vais vous demander très concrètement qu'est-ce que vous avez mis en place pendant votre mandat à la Banque mondiale pour lutter contre les catastrophes naturelles et les épidémies. Alors, deux choses. Là aussi, c'est là que les outils financiers sont intéressants. Sur les catastrophes naturelles, et d'ailleurs, c'est le même type d'approche pour les deux. Pour moi, un des outils qui est sous-utilisé quand on parle de développement, c'est l'assurance. L'assurance, c'est une très bonne technique, assez ancienne, qui permet de faire face au choc. Le choc, que ce soit un accident de voiture, le chômage, une maladie, ou que sais-je encore. Ça vous permet de vous épargner, puis à un moment où le choc arrive, il n'y a pas de choc. Parce que l'assurance prend en charge. Et donc c'est bien ça dont les pays en développement ont besoin. Les pays en développement, ils sont soumis beaucoup plus... Les États-Unis peuvent absorber 300 milliards de dollars de catastrophes naturelles, ça, c'est à peu près le chiffre. Pour une économie de 20 000 milliards, ce n'est pas très agréable, mais ils savent faire.
Quand vous êtes les Tonga et que vous avez un cyclone, c'est plus compliqué. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser les mécanismes d'assurance pour faire face à ces chocs, que ce soit des chocs de catastrophes naturelles, des chocs économiques ou des chocs de type pandémique. Alors, ce que j'ai fait pour les catastrophes naturelles, ce que mes équipes ont fait, j'étais vraiment pilote là-dessus, un exemple très concret, c'est les îles du Pacifique. Alors, le Pacifique, c'est très très grand. J'ai eu la chance de faire mon service militaire dans la marine, du temps il y avait un service militaire, je l'ai fait en Polynésie, et donc j'ai passé une année à aller d'un bout à l'autre du Pacifique, c'est vite le Pacifique. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, les îles du Pacifique sont très éloignées les unes des autres. Donc il y a assez peu de corrélation climatique en réalité. C'est pas parce que vous avez un typhon au Tonga, vous avez un typhon au Vanuatu. Il y a 3000 km entre les deux. Et donc on a fait un pool de l'ensemble de ces îles, qui n'ont pas les moyens de payer une politique d'assurance, c'est trop pauvre. Mais le Japon, qui a un intérêt pour les Pacifiques, a dit moi je paye la prime d'assurance. Donc la Banque mondiale, en lien avec le Japon, a structuré une politique d'assurance, est allé voir le marché, des grands réassureurs, type Swiss Re, Munich Re, que sais-je encore, et a dit voilà, on va mettre en place un système qui fait que si jamais il y a une catastrophe naturelle, définie de telle et telle manière, au lieu d'avoir une conférence internationale qui se réunira un an plus tard pour dire est-ce qu'on va passer la CELI pour aider les Tonga ou les Vanuatu ou tout autre pays, qu'on ne sait pas quand ça arrivera, etc., on va avoir un mécanisme d'assurance où dès que les faits sont avérés, on paye, comme pour une assurance. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je prends l'exemple, je ne suis pas obsédé par les Tonga et les Vanuatu, au fait que j'y suis allé pendant mon service, mais c'est les deux pays qui ont premier testé les mécaniques, où en 15 jours, on a pu transférer l'argent au gouvernement. Et on ne l'a pas demandé, on ne l'a pas dit c'est pour faire ça ou ça. Il avait de l'argent, il a pu faire des réparations, faire des ponts, etc. Enfin, c'est son problème. Je ne suis pas là pour lui dire voilà, je donne de l'argent, en plus je vais te dire ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret d'un outil financier qui est mis au service du développement. Ça pour moi, c'est exactement, pour répondre par anticipation à Cécile Duflo ou à d'autres, c'est exactement ce que la finance sait faire. Alors sur les pandémies, c'est pareil. Là aussi, j'ai un peu perdu le fil parce que je suis parti au milieu de l'exercice. Mais le raisonnement était le même à propos d'Ebola. Ebola, ça a été très mal géré. Au final, c'était 11 000 personnes décédées, ce qui est à la fois énorme et finalement assez peu pour une pandémie de cette nature. La grippe espagnole, dont on fête aussi le 100e anniversaire, c'était 30 millions de morts. Donc, pour mettre en perspective. Donc, Ebola, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, avec des mécanismes d'assurance, assurer le Libéria contre Ebola. Il n'y a personne qui sait chiffrer ce que ça vaut. En revanche, ce qu'on sait, puisque depuis la peste noire au XIVe siècle, on sait à peu près la fréquence des pandémies, on sait comment ça se répartit, on sait combien ça coûte, etc. On peut dire, ce qu'on appelle les assurances paramétriques, pardon d'être un peu technique, que s'il y a une épidémie dans tel ou tel pays, une épidémie, ça veut dire combien de personnes, pendant quelle durée, etc. C'est pas juste une épidémie où il y a 3 morts un jour, qu'il ne se passe plus rien. Donc il y a toute une série il faut modéliser, c'est-à-dire pour les assureurs, il faut que ça rentre dans des cadres. Mais une fois qu'on rentre dans des cadres, on sait dire, s'il y a une épidémie, à ce moment-là, l'assurance donnera 100 millions. Et pareil, les 100 millions, on les utiliserait pour recruter des infirmiers, pour payer des hélicoptères, pour chercher un vaccin, etc. Donc ce n'est pas encore une fois une assurance de tel pays contre spécifiquement telle maladie, mais c'est une assurance contre le risque épidémique qui permet de mobiliser des fonds tout de suite et pas d'attendre 6 mois comme Ebola, on ne savait pas trop s'il y avait ou pas. Non, vous avez des critères, pof, si on déclare que c'est une pandémie, l'assurance marche, et vous pouvez toucher l'argent, etc. Et là, pareil, qui paye l'assurance? Il faut que les pays concernés le payent un peu, parce que c'est un peu comme l'assurance incendie. Vous avez une entreprise, si vous ne mettez pas des sprinklers, des jets d'eau, vous payez plus cher, c'est normal. Donc il faut que les pays aient une incitation à s'assurer. Donc ils payent un petit quelque chose, en proportion de leurs revenus, et après c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est le Japon, les États-Unis qui vont payer le complément, mais chacun aura intérêt, parce que s'il y a une épidémie d'Ebola, ça met aussi potentiellement en péril la France ou les États-Unis, ça peut être des choses internationales. Donc, tout le monde a intérêt à ce type de mécanisme. Donc voilà aussi une approche financière moderne, qui ne paraît pas extrêmement polémique, et qui est parfaitement efficace. Et comment mettez-vous en place ces solutions au sein de votre propre entreprise, Low Like an Orange? Alors, mon entreprise, elle ne fait pas ça, peut-être un jour. L'idée, c'est ce que les enfants disent, Daddy is willing to create a private world. C'est sympathique. Alors ça, quand vous rencontrez ce qu'on appelle le elevator pitch, en fait, vous en ferez dans votre vie, vous croisez le type que vous voulez voir depuis 6 mois dans l'ascenseur, mais qu'est-ce que je lui dis? Donc il faut avoir ça. Il dit, monsieur, je suis en train de créer une banque mondiale privée. Alors, ah, tiens, racontez-moi. Donc voilà, le elevator pitch, je fais une banque mondiale privée. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaie de mobiliser de l'épargne institutionnelle, donc des fonds de pension, des assureurs, des family office, etc., plutôt des pays avancés, donc Europe, États-Unis, Japon, Australie, etc.,
pour investir dans le développement durable, donc les infrastructures, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'accès au logement, l'accès à la finance, dans les pays émergents en développement. Et de montrer qu'on peut gagner sa vie en faisant ces choses qui ont un impact positif. C'est ça l'objectif fondamental de nos entreprises. Après, il y a plusieurs manières d'y parvenir, etc. Mais fondamentalement, c'est de montrer que c'est non seulement moralement irrésistible, mais qu'en plus, c'est économiquement extrêmement intéressant. Donc il n'y a pas de charité dans mon métier. Alors, il y aura de la charité au sens où j'ai l'intention de créer une fondation, quand le modèle sera viable et profitable, une partie des profits qui auront une fondation, etc. Ça, c'est mon problème. Et par rapport au marché, mon souci est de démontrer que, comme on dit, je crois que c'est très compliqué, c'est comme les billions et trillions, les anglo-saxons disent doing good and doing well. Faire bien et faire bien. Enfin, c'est bien gagner sa vie tout en faisant le bien, s'il vous plaît. Ça me va bien en français. Et c'est ça l'idée. Montrer que c'est pas incompatible. Merci. Ce sera la dernière question, et après on passera aux questions du public. L'année 2015 était sûrement le paroxysme du multilatéralisme avec les 3 sommets de l'ONU, Adiba, New York et Paris. Vous les avez vécus en tant que directeur général de la Banque mondiale. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on soit passé en 3 ans d'une certaine apogée du multilatéralisme à un climat aujourd'hui mondial actuel empreint de nationalisme et de populisme? Ça revient à la question que je disais tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont conjuguées. D'abord, ce problème de confiance qui a amené un certain nombre de tensions économiques, politiques et sociales dans un grand nombre de démocraties, dont la France, pas seulement, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Donc une détérioration du climat général, l'émergence de modèles concurrents, notamment le modèle chinois, et plus généralement les modèles autoritaires, donc alors, avec des nuances différentes entre la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Russie, peut-être le Brésil demain et quelques autres. Et finalement, la difficulté du modèle qui a bien fonctionné, parce que Bretton Woods, ça date de 1944. Donc ça a quand même fait son ouvrage pendant 75 ans. Pendant 75 ans, on n'a pas eu de déflagration mondiale. C'est pas mal quand même. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas se faire peur, il faut aussi regarder ce qui s'est passé. Et ce système-là, en tout cas pour ma génération, je ne sais pas pour la vôtre, j'ai toujours considéré comme acquis. Je me dis, bon, l'Europe, c'est pas parfait, mais enfin, ça fonctionne. L'OTAN, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Les Nations Unies, à Paris, c'est cher et tout, mais ça fonctionne. Tout ça, finalement, nous garantissait une prospérité collective qu'on pensait garantie. Et ce dont on prend conscience aujourd'hui, c'est que finalement, on n'a pas forcément fait les efforts d'adaptation. Ça s'est vu sur le commerce. Peut-être que l'événement le plus important de l'année 2001, c'est pas le World Trade Center, c'est la rentrée de la Chine dans l'OMC. On a fait rentrer dans un cadre qui était adapté à la Seconde Guerre mondiale, un pays qui, par sa taille, son ambition, son positionnement, bouleversait tout. Et donc, ce pays a voulu prendre ses marques dans le système, et le système n'a pas bien répondu. On a un système qui reste dominé par l'Occident, qui est un système de type G7. Qu'est-ce que c'était que le G7, créé dans les années 70? C'est les États-Unis, le Japon, le Canada et les 4 grands pays européens, l'Occident. Et à l'époque, c'était 50% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est plutôt 25-30%. Et en face, on a dû créer le G20 pour élargir. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à réadapter, alors que le terreau est moins favorable que le multilatéralisme. Et ça converge, mais ces raisons sont différentes. Vous avez une position américaine qui est insupportable pour nous Français, et qu'on peut essayer de rationaliser. Vous êtes Donald Trump et vous dites « je suis encore le gorille de 300 kilos dans la jungle ». 300 kilos, je peux faire la loi avec chacun individuellement. Mais si je suis pris par des règles, ça me gêne. Je peux encore rester plus fort. Et surtout que je vois un gorille de 200 kilos qui arrive en face. Je peux encore lui faire mal. Je caricature encore une fois. Donc vous pouvez rationaliser l'idée de dire je suis encore le plus fort, donc j'en profite. Pourquoi est-ce que je suis embarrassé par des règles qui me contraignent, etc. Vous avez une Chine qui retrouve, j'étais à Singapour il y a 2-3 semaines, le vice-président chinois qui dit mais attendez, on n'est plus en 1840, vous ne pensez pas que vous allez pouvoir bully us, nous menacer, nous faire peur. La Chine, on a une civilisation de 4000 ans, on revient. Donc là aussi, il faut adapter les règles. Alors c'est compliqué pour nous, Européens, parce que vous savez qu'on a une part disproportionnée dans le système. Vous citiez Christine Lagarde, vous citiez, etc. On est très présent dans le système. Et à la fois, c'est important, on a envie qu'eux, et en même temps, vous êtes chinois, vous dites, jusqu'en 2006-2007, je me souviens bien, la Chine avait la même représentation que la Belgique dans le système. C'est pas très raisonnable quand même. Alors il faut faire attention, parce que la Belgique représente aussi quelque chose. Donc, il n'y a pas de Yaka Faucon, il n'y a pas de maître du monde qui dit c'est comme ça. C'est ça qui est difficile, et donc ça craque.
ça craque. Et la difficulté, c'est que ça craque vite et qu'on n'a pas de système de substitution aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, le risque, c'est qu'on a deux... là aussi, ce que disait Anne Paulson, qui est le ministre des Finances de Bush à Singapour il y a 15 jours, on est en train de substituer une guerre froide qui oppose les États-Unis à l'URSS à une guerre froide économique qui oppose les États-Unis à la Chine, qui crée deux blocs, où les gens doivent choisir entre la Chine et la route de la soie, où il y a un accord commercial avec Trump. Et l'Europe ne propose rien entre les deux. Alors, on ne propose rien pour nous, mais on ne propose rien à nos partenaires africains, rien à nos partenaires asiatiques, rien à nos partenaires américains. Et pour moi, c'est la question centrale aujourd'hui. Il se trouve que ma numéro 2 a 18 ans, j'emmène mes enfants faire un voyage avec eux quand ils ont 18 ans. Donc je lui dis, tu vas aller où? Il dit, ouais, dans le Maine, aux États-Unis, quart nord-est des États-Unis. Et au retour, moi je dis jamais aller à Bretton Woods. Il dit, les accords de Bretton Woods, on en parle, je vais aller à Bretton Woods. On dit, si ça t'embête pas, il me dit, non, pas du tout, on va aller voir Bretton Woods. On était le Mont Washington à Bretton Woods. Et on était à Bretton Woods le jour, vous l'avez, enfin à peu près au moment du sommet du G7 canadien, celui où Trump a finalement dit, je ne sais pas le communiquer. Donc il a marqué le premier coup de canif dans le système. Et je me disais, j'ai expliqué à ma fille, tu vois, on est à Bretton Woods là où tout a commencé. J'ai toujours cru que c'était garanti, et en fait, il faut se battre pour ça. Ce système-là, il faut se battre. Alors, il se trouve que, vous avez demandé si j'avais noté Mélenchon en gauche, il se trouve que mon livre a été préfacé par Emmanuel Macron. Je n'ai pas renié cette amitié, et j'ai envoyé un message à Emmanuel Macron, qui était de l'autre côté de la frontière, en lui disant, je suis à Bretton Woods, là où tout a commencé, j'espère qu'il n'est pas là où tout s'arrête. Mais c'était un choc pour moi, parce que c'est vrai que en tout cas, c'est ce qu'on apprenait en prépa, ce truc-là, qu'un à qu'un, ça fonctionne, ça a marché. Et aujourd'hui, on est pris de vertige parce qu'on dit là, mince, qu'est-ce qu'on met à la place? Et est-ce qu'on ne va pas se retrouver, nous, coincés? Et on est incapable en Europe de proposer quoi que ce soit. C'est ça qui est tragique. Et donc, pour moi, on a un moment crucial de notre histoire collective. J'ai pas envie de vous laisser un truc où vous êtes orphelin d'un système. Vous allez bâtir le vôtre, c'est formidable, mais là, c'est difficile. Merci beaucoup, monsieur Madrid. Du coup, on va passer aux questions du public. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure, en parlant de votre entreprise, du soutien dans les pays en voie de développement, etc., en tant que business. Ça m'a fait penser à un livre écrit par Esther Duflo et un autre économiste dont je ne prononcerai pas le nom, je suis incapable. Et il parlait de tout ce qui est microcrédit dans les pays en voie de développement. Et je voulais savoir si c'était une piste que vous envisagez. Non. Non, alors microcrédit, c'est un sujet qui n'est pas simple. J'ai un peu regardé quand j'étais à la Banque mondiale. C'est pas un sujet qui fait l'unanimité. Alors vu de loin, on a toujours tendance à dire que c'est quelque chose de très très bien. Quand on regarde de près, ça a pas mal d'effets pervers. J'avais fait une conférence justement avec Esther Duflo sur ces questions-là. Alors pourquoi je ne fais pas de microcrédit? C'est pas tellement parce que je ne suis pas clair sur l'impact que ça a ou non. C'est surtout parce que compte tenu de l'argent que je veux mobiliser, il faut que je fasse des choses relativement grosses. Si je veux mobiliser sérieusement d'argent de gens comme AXA par exemple, il faut que je mobilise des dizaines, demain des centaines de millions, et donc ce sera sur des projets plus importants. Ce n'est pas une question idéologique, même s'il y a des questions idéologiques à la microfinance. Bonsoir, monsieur Vadré. Ma question va concerner les inégalités, qui pour moi sont à l'origine de multiples problèmes socio-économiques. Donc je vais faire écho à la question de mon collègue. Il y a certes certains outils financiers qui sont en place pour réduire les inégalités, mais on a l'impression que le système financier actuel, il favorise toujours les plus riches. Voilà. Est-ce que cet outil financier n'est pas trop disproportionné? Est-ce qu'on ne devrait pas le réformer pour avoir des solutions à ces problèmes? Alors, c'est la conjonction. Je vais vous faire une réponse qui va je vais essayer d'être extrêmement provocateur, parce que je n'ai pas la réponse. Mais oui, la conjonction d'un capitalisme financier et d'un État en retrait accroît les inégalités. Ce qui est compliqué, c'est que les inégalités, elles sont. J'ai un trou sur le nom, je pourrais retrouver ça, le nom de l'auteur.
C'est un professeur américain qui a écrit un livre il y a un an, un livre le plus fascinant que j'ai lu, qui s'appelle L'histoire de la violence et des inégalités depuis la préhistoire. Et qui explique que finalement, tant qu'on était chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas d'inégalité, parce qu'en gros, on ne peut pas stocker de mammouth, et pour le chasser, il faut qu'on soit plusieurs. Une fois qu'on a mangé, on va en chercher un autre. Et il n'y a pas d'accaparement et de rente. À partir du moment où on invente l'agriculture, on découvre le surplus, quelqu'un s'en empare, et bien l'agriculture, on invente l'hérédité et tout ce qui va avec. Et non seulement on peut avoir un surplus, on peut le transmettre à la génération suivante, et de génération en génération, le système, structurellement, devient de plus en plus inégalitaire. Et ce que disait cet auteur, qui était assez glaçant, et en même temps, malheureusement assez vrai, cette grande synthèse américaine, il voit depuis les Mayas, jusqu'au croissant fertile, l'Empire d'Arles, etc. Il dit qu'il n'y a que 4 facteurs qui ont permis historiquement partout dans le monde de réduire les inégalités, de les réduire structurellement. La guerre, et la vraie guerre, genre guerre mondiale, pas une petite guerre, la guerre de 30 ans en Allemagne, des choses comme ça. La pandémie, typiquement, un des plus gros facteurs de réduction des inégalités en Europe, qui était d'ailleurs l'origine du décollage de l'Europe, c'est la peste noire. En 1348, la population était réduite de 30%, il y avait beaucoup moins de gens pour travailler, ceux qui sont restés étaient beaucoup plus chers, donc ils ont beaucoup mieux gagné leur vie, donc on a fait des progrès de productivité, etc. Et donc on a réduit structurellement les inégalités pendant 300 ans. Donc la guerre, la pandémie, l'effondrement de l'État, typiquement l'effondrement de l'Empire romain, là ça a brassé, les riches sont devenus pauvres, les pauvres sont devenus riches, on a réduit les inégalités. Et puis quatrièmement, la Révolution, mais pas la Révolution française, la Révolution genre Mao, Pol Pot ou Lénine. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il montre que la Seconde Guerre mondiale a abouti à une réduction des inégalités. On avait tellement peur de ce qui s'est passé dans les années 30 de la Seconde Guerre mondiale que même les pays comme la Suède, qui n'ont pas participé à la Seconde Guerre mondiale, ont adopté des politiques de redistribution extrêmement agressives. Il faut se rappeler qu'avant Reagan, le taux marginal d'imposition sur le revenu aux États-Unis était 98%. Donc on a eu un système qui, avec la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, pendant une trentaine d'années, a réduit les inégalités grâce au choc de la Seconde Guerre mondiale. Et que quand le choc s'est atténué, les inégalités ont redémarré. Et donc la conclusion glaçante de ce livre était de dire oui, il faut réduire les inégalités parce qu'on voit bien que les économies inégalitaires sont moins performantes, ça pose un problème moral, ça pose un problème d'efficacité. Le problème, c'est qu'historiquement, on a réussi à les réduire que de ces 4 manières qui sont toutes aussi épouvantables les unes que les autres. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer, il faut effectivement travailler à réduire de manière pacifique les inégalités. C'est pas tellement réformer la finance va y contribuer, mais c'est aussi une politique de fiscalité, de redistribution, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, et en gros une politique de développement durable. Mais ça, c'est pour moi, c'est au cœur du modèle financier qu'il faut qu'on invente maintenant. Quand je dis qu'on n'a pas de paradigme, c'est bien ça. Comment est-ce qu'on travaille sur ces questions-là? Et elles sont absolument fondamentales. Parce que malheureusement, il n'y a pas de papier, mais il y a un graphique que j'aime beaucoup, alors là aussi, il y a pas mal d'académiques qui s'appelle la courbe de l'éléphant. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Alors, je vais essayer de... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, ici, en ordonnée, vous avez l'évolution de votre patrimoine, de votre richesse, de votre revenu. Et là, vous avez toute la population mondiale, depuis le plus pauvre jusqu'à Bill Gates. Et sur 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un éléphant. C'est-à-dire que là, vous partez de la population d'Afrique subsaharienne qui a vu sa situation s'améliorer, mais moins bien que là, le dos d'éléphant, la Chine, l'Inde, les grands pays émergents, là, qui ont bien profité. Là, on arrive dans les pays occidentaux, on passe sous la ligne, et on remonte ici avec la trompe de l'éléphant. Et cette courbe, elle synthétise pour moi, de manière encore une fois un peu simpliste, les grandes difficultés contemporaines. Certes, l'Afrique a progressé, mais moins bien que le reste du monde. On a toute une partie importante de la population dans les grands pays émergents qui a envie d'accéder au mode de développement qui a été le nôtre, et notamment ça pose des problèmes climatiques, mais pas seulement, donc la voiture, la conditionnée, etc. Tension dans nos pays, dans les économies de l'OCDE, où toute une partie des gens ont vu leurs revenus stagner ou diminuer, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas de, je crois, la plupart des grands pays sauf la Suède, sur une génération, la classe moyenne ont vu leurs revenus diminuer. Et tout au bout, la trompe de l'éléphant, c'est les 0,1% ou les 1% qui, eux, ont profité du système. Donc vous avez la question des extraordinaires inégalités en haut. Comment est-ce qu'on traite la question spécifique des économies occidentales? Comment est-ce qu'on adapte cette masse gigantesque de gens qui veulent consommer? Et comment est-ce qu'on n'oublie pas la queue d'éléphant? Vous voyez, vous avez... Voilà. Pour moi, ça résume, encore une fois, les 4 grandes questions qui vont décider assez largement de est-ce qu'on finira le XXIe siècle en meilleur état ou en plus mauvais état qu'aujourd'hui.
J'aurais pu faire ça avec un tableau, je ne sais pas si c'était clair. Mais vous tapez Elephant Cœur sur Google et vous aurez tout ça. Moi, je voulais savoir si vous avez un avis sur l'instauration éventuelle d'une taxe Tobin, donc sur les transactions financières. Donc, d'une part, pour limiter les spéculations, et d'autre part, pour se servir des recettes pour financer les bilans développement ou le changement climatique, des choses comme ça. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie sur cette taxe Tobin que je raconte dans mon livre. Donc, en 2003, très précisément le 30 avril 2003 à 20h. C'est précis. Nous étions en réunion avant le G8, le sommet du G8 à Évian, présidé par la France en 2003. Et donc le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque, recevait successivement les organisations syndicales, les organisations patronales et les organisations de société civile, donc en gros les associations. Et donc le 30 avril, on reçoit à l'Élysée, le président de la République reçoit en présence de ses conseillers, toutes les associations, de Greenpeace à Amnesty International, en passant par Oxfam, Save the Children, Médecins sans frontières, enfin 60 grandes organisations, et ATTAC. Je ne sais pas si ça existe encore, ATTAC, j'ai un peu perdu le fil en France. C'était l'association pour la taxe sur les transactions, la taxe Tobin. En tout cas, c'était ceux qui promouvaient une taxe Tobin pour le financement du développement. On finit le tour de table. C'était le 30 avril, donc veille du 1er mai, donc les gens commençaient à partir au week-end, l'atmosphère était un peu retombée. Le dernier à parler était la personne d'ATTAC, qui dit « Monsieur le Président, vous connaissez l'idée de James Tobin, et vous voulez une taxe pour mettre du sable dans les rouages de la circulation et financer le développement. » La réponse du tac au tac de Jacques Chirac « Écoutez, je connais vos arguments, mais je crois que James Tobin, sur son lit de mort, a dit lui-même qu'il s'était trompé, donc cette idée, ça ne marche pas. » Personne ne savait très bien si c'était du lard ou du cochon, est-ce que James Tobin se sent une mort ou pas. Et puis il se reprend et dit, mais cela dit, votre question est une vraie bonne question, et je souhaite que mes équipes l'étudient. Maintenant, messieurs, il est tard, je vous remercie, au revoir, on s'en va. On sort, le président de la République se tourne vers le conseil diplomatique en disant, ben voilà, maintenant vous vous débrouillez. Le conseil diplomatique, vous savez, le principe du management sheet goes down. Donc se tourne vers son adjoint, qui se tourne vers moi, il dit, ben on fait quoi? Je dis, il va tu me fais une note pour demain pour m'expliquer comment on va gérer ça. Et donc on a monté un groupe de travail qui a travaillé pendant 8 mois pour réfléchir à la taxation internationale. C'est-à-dire de sortir de la seule question, la taxe Tobin, qui est compliquée, on voit bien que dans un système financier ouvert, c'est très difficile de faire ça dans un seul pays, à un système de réflexion sur la taxe mondiale. Et c'était l'intuition de Jacques Chirac, qui disait, de la même manière qu'on a introduit la redistribution au niveau national, il faut que la mondialisation paye pour la mondialisation et qu'on trouve une manière de redistribuer à l'échelle internationale une partie des richesses créées par cette mondialisation. Donc on a passé 8 mois à regarder toute une série d'options, depuis la taxation sur les ventes d'armes, jusqu'à une loterie internationale, la taxation, etc., pour aboutir à ce qui est devenu la taxe Chirac sur les billets d'avion. Vous savez pas, quand vous prenez un billet d'avion en classe éco aujourd'hui, il y a 1 euro qui va pour financer Unitaid, qui finance de la recherche médicale et de l'accès au vaccin. Donc, comme j'ai dit à mes enfants, si un jour je vais au paradis, ce sera probablement grâce à ça. Je pense qu'il faut aller dans ce genre de situation. Il faut créer des prélèvements. L'idée de faire une taxe financière, c'est très séduisant. On ne sait pas très bien le mettre en œuvre. Enfin, c'est compliqué, il faut qu'on soit plein de billets, etc. Donc on peut se faire plaisir en disant ça lèvera plein d'argent, etc. Mais dans la vraie vie, on ne sait pas faire. Et puis l'autre point, c'est que même si on arrivait à lever 300 ou 500 milliards, on ne sait pas comment utiliser 300 ou 500 milliards. Donc il faut trouver des mécaniques un peu plus innovantes. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi à un système de finances publiques international. Déployer des nouvelles idées, et il y en a plein dans mon bouquin de ce type-là. Depuis, j'ai réfléchi à d'autres systèmes pour l'éducation, la sécurité routière, etc. De prélèvement de cette nature. Voilà, je n'ai pas répondu à votre question, mais c'était exactement l'objectif. Il y a plein de choses dans mon livre là-dessus, vous pouvez la regarder. Si vous avez la gentillesse de l'acheter. Je le recommande, il est très 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 bien. Bien, vous ayez sauvé 2 heures de lecture par 1h30 de conférence, si j'ai bien compris bien. Ce sera tout pour les questions du public, je pense. Merci beaucoup, Monsieur Badré, et je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour le travail. Juste une petite question personnelle.
Oui, bon ben voilà. Il faut qu'on fasse une photo à la fin. Parce que les parents de Raphaël sont nos voisins à Washington. Donc quand je dis que je vais à Grenoble. Voilà. Voilà, je te disais, Thomas était trop timide pour oser poser la question. Et pour clôturer, merci à vous le public de vous être déplacés aussi nombreux. Merci aux associations qui ont permis à cette conférence d'avoir lieu. J'aime en débat et j'aime Junior Conseil. Et merci à Winston d'être venu nous rendre visite pour assister à cette conférence. Vous pouvez nous rejoindre en F104. Et au nom de Benoît, l'école de management, de Jamant Delbac, des ingénieurs conseils, un grand merci à vous, monsieur Badré, pour votre venue. C'est un honneur et un immense plaisir de vous accueillir. Vous avez su nous éclairer grâce à vos riches expériences. Merci pour votre positivisme qui fait du bien. Et qui sait, vous aurez peut-être suscité ou éveillé des vocations dans la salle, en tout cas on l'espère. J'aimerais faire un dernier mot à nos partenaires, Grenoble École de Management, le Journal des Grandes Écoles, ainsi que la Société Générale pour leur soutien. Pour ceux d'entre vous qui ont un ticket pour l'afterwork, nous vous donnons rendez-vous en F104. Merci à Winston pour leur présence ce soir, comme Guillaume l'a rappelé. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à